Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Enfin, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Voilà, donc là c'est le point sur l'Ukraine du 7 juin 2025 et ce dont on va parler principalement dans cette vidéo, ce sera d'abord les dernières nouvelles concernant l'Ukraine. Vous allez voir, il y a beaucoup de nouvelles intéressantes. Donc on a eu un échange de prisonniers en vue avec l'Ukraine et la Russie suite à la deuxième réunion d'Istanbul. On aura aussi Pitexef qui ne vient pas à la réunion mensuelle à Ramstein, ce qui en dit très long sur le plan des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine. Ça sent très fort l'abandon américain. On va parler aussi de la dernière frappe russe suite à ce qui s'est passé en Russie. N'oublions pas qu'il y a eu 3 événements majeurs en Russie. Donc le sabotage de 2 ponts dans l'oblast de Bryansk, l'oblast de Kursk qui a fait 7 morts et 71 blessés. On a 5 aérodromes russes qui ont été touchés par des drones ukrainiens de manière très calculée. C'était une mission de longue haleine qui a duré plus de 18 mois selon Zelensky, 117 drones utilisés. Et enfin, on a eu l'attaque du pont de Kerch, hein, soi-disant 1 tonne 100 d'explosifs TNT aurait été utilisé pour essayer de détruire le pont de Kerch. Bon, on a vu comment ça s'est fini. Donc le ministre de la Défense russe a dit que la grosse attaque massive qui a eu lieu jeudi dans la nuit sur toute l'Ukraine, hein, étaient les représailles suite aux attaques terroristes en Russie. Alors quand on lit le rapport exact, précis du ministère de la Défense, eh bien on peut penser que en fait il parlait de l'attaque terroriste des ponts et seulement de cela et non pas en représailles de l'attaque des drones sur les aérodromes russes. C'est ce qu'on peut penser. Donc, bref, nous verrons cela en article, bien entendu. En tout cas, attaque massive russe. Alors, encore une fois, je le répète, est-ce la fameuse représaille attendue? Si c'est le cas, c'est une représaille bien tiède, puisque même si des attaques massives comme cela ont été très rares en Ukraine, je crois qu'il n'y en a eu que 2 ou 3 en 3 ans comme ça, sur l'Ukraine, dans ces cas-là, ça voudrait dire que la représaille est bien faible, ou alors est-ce que la vraie représaille n'a pas encore eu lieu et qu'elle sera sous une forme beaucoup plus destructrice? N'oublions pas l'appel de 70 minutes entre Trump et Vladimir Poutine, où Trump, à la fin de cet appel, a dit aux médias que Vladimir Poutine promettait une représaille digne de ce nom contre l'Ukraine. Donc tout cela peut laisser à penser que la représaille n'est pas celle qui a eu lieu là il y a peu, avec les plus de 400 drones, les 38 missiles, etc. Russes, qui ont fait d'ailleurs, je tiens à le souligner, que 3 morts et 47 blessés selon Zelensky lui-même. Alors pour ceux qui disaient que les Russes étaient des barbares et qu'ils visaient systématiquement des cibles civiles, ben là ça calme très fort. Et ça calme aussi Donald Trump, hein, qui avait dit que Poutine était fou en voulant viser que des civils. Bon, bref, j'en avais déjà parlé la semaine dernière pour vous dire que le fait de dire que la Russie vise que des cibles civiles était absolument grotesque et absurde. Là, on en a la milliardième preuve, parce qu'évidemment, ça fait 3 ans que je parle de ce sujet absolument ridicule. Bref, passons. Donc, dans cette vidéo, on va surtout parler des derniers événements. Voilà, alors quand je dis les derniers événements, on va dire les derniers événements mineurs.
Et ensuite, on passera au gros de l'affaire, c'est-à-dire on va parler du sabotage des ponts, de l'attaque avec moult précision et analyse, images et vidéos concernant les 5 aérodromes russes attaqués. Et on va parler aussi de manière approfondie de l'attaque sur le pont de Kertch, aussi appelé pont de Crimée. Et bien sûr, comme d'habitude aussi, hein, nous parlerons de bien d'autres sujets divers très intéressants, dont des nouvelles de l'armement. Voilà, commençons. Avant de commencer, je ne résiste pas à vous montrer un ancien article du Daily Mail sur lequel je suis tombé comme ça par hasard et je l'ai trouvé très amusant, donc je vous en fais part. Donc c'est un article du 29 mai 2022, mais qui va vous remémorer des choses que l'on disait quant à la santé de Vladimir Poutine. Voilà, donc c'est le petit moment nostalgique. Alors que nous disait le Daily Mail? Vladimir Poutine a 3 ans à vivre selon les médecins en raison de son cancer à progression rapide, affirme un espion du FSB. Alors dans l'article, on apprend que l'espion du FSB, c'est un ancien agent du FSB, fugitif, qui vit maintenant en Occident, et c'était selon ses dires qu'on pensait que Vladimir Poutine avait plus que 3 ans à vivre, hein, selon les médecins. Un espion du FSB, donc Boris Karpichov, prévient que Poutine n'a pas plus de 2 à 3 ans à vivre en raison de sa santé fragile. L'homme fort russe souffrirait d'une forme grave de cancer à progression rapide. Les nouvelles de la détérioration de sa santé continuent de fuir au sein du cercle restreint du Kremlin, toujours selon cet espion fugitif. De nouvelles rumeurs concernant la mise en place d'un nouveau plan de succession au Kremlin ont circulé. Vous voyez? Alors voilà, ça m'a fait rire et je me suis dit, tiens, peut-être que vous aussi, hein, vous vous souvenez, hein, Vladimir Poutine a eu cancer, Alzheimer, maladie de Parkinson, et je ne rigole pas en disant ça, hein. C'est ce que les médias nous annonçaient, dont par exemple LCI, selon les rumeurs, bien évidemment. Allez, passons aux choses sérieuses maintenant. Alors là, plus sérieusement, on va commencer avec de la politique et donc politico. De nouveaux pourparlers entre la Russie et l'Ukraine aboutissent à un nouvel échange important de prisonniers de guerre, mais pas de cessez-le-feu. Le sommet de lundi entre Moscou et Kiev a eu lieu un jour après que des attaques de drones ukrainiens ont détruit des dizaines d'avions sur le sol russe. On verra ce qu'il en est après. Je vais longuement en parler en détail. Nous avons convenu d'échanger tous les prisonniers de guerre gravement blessés ou malades. Nous échangerons également tous les jeunes soldats âgés de 18 à 25 ans. Nous avons également convenu d'échanger 6000 corps de soldats tombés au combat, a déclaré le ministre de la Défense Roustem Umerov. Alors bon, on va voir parce que paraît-il que le gouvernement ukrainien est bien embêté pour trouver 6000 corps de soldats russes tombés au combat pour faire l'échange. La Russie a déjà donné la liste des 6000 corps, la liste des noms, bien entendu, des Ukrainiens qui ont été récupérés morts par les Russes. Par contre, les Russes attendent toujours la liste des 6000 corps russes tombés au combat en Ukraine, normalement que les Ukrainiens auraient. Ils attendent toujours la liste. Alors bon, ben, nous verrons si les Ukrainiens arriveront à obtenir ces 6000 corps russes. Nous verrons bien. Là, on a El País International qui nous dit « La Russie exige de l'Ukraine des conditions de paix inacceptables. La deuxième réunion d'Istanbul confirme que Moscou n'a pas l'intention d'arrêter la guerre en formulant des exigences impliquant la reddition de Kiev. » Alors pour info, le mémorandum complet a été donné par la Russie et évidemment, comme prévu et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, cela allait être rejeté par Kiev, bien entendu, puisque en gros, dans le mémorandum, il y a toutes les exigences historiques concernant les buts de Vladimir Poutine, qui n'ont pas changé depuis le début de la guerre. Donc voilà, donc que dire de plus?
Bah, c'est tout, donc ça s'est fini en eau de boudin. Et par contre, la seule bonne nouvelle, entre guillemets, donc au 4 juin, là, c'est l'échange de prisonniers de guerre, comme on l'a vu précédemment. Voilà, c'est la seule action concrète qui s'est passée pour cette deuxième réunion d'Istanbul. Pour finir avec les derniers articles politiques, on a toujours Politico qui nous dit Poutine répondra aux frappes surprises de drones en Ukraine, déclare Trump. Le président Donald Trump s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine après une frappe de drone ukrainienne ce week-end. Et il s'est entretenu plus d'une heure au téléphone avec Vladimir Poutine. C'était à noter. Donc là, on a le président Trump a déclaré mercredi qu'il s'était entretenu avec Poutine pour discuter de la récente attaque de drone ukrainien qui a détruit plus de 40 avions russes, 41 même hein, selon l'Ukraine, et le dirigeant russe a déclaré qu'il répondrait aux frappes de drones ukrainiennes. On ne sait pas comment la Russie réagirait. Donc ça, on a ce scoop grâce à Trump qui nous dit que Poutine va réagir aux attaques de drones sur les aérodromes militaires en Russie. Alors moi, me concernant, mais cela ne reste que mon avis, je dirais qu'il y a de l'oreschnik dans l'air. Voilà. Pour moi, je pense qu'il est probable que la Russie va faire des représailles avec un missile Oreschnik. Voilà, mais ce n'est que mon avis, nous verrons bien. Ici un article de CNN qui nous dit la Russie lance l'une des plus grandes attaques aériennes de la guerre quelques jours après le raid des drones ukrainiens sur les 5 aérodromes russes. C'est un article du 6 juin, mais le raid s'est fait dans la nuit de jeudi. Donc là, on a le président Zelensky qui déclare que la Russie avait utilisé plus de 400 drones et 40 missiles lors de cette attaque nocturne, la plaçant parmi les plus importantes de la guerre. Il a précisé que l'attaque de Moscou avait fait 3 morts et 49 blessés et avait visé la quasi-totalité de l'Ukraine. Alors quand j'ai lu ça, j'ai pensé au dernier point sur l'Ukraine où je vous avais dit que donc la Russie, bien évidemment, depuis toujours visait des cibles militaires, mais on avait eu Donald Trump qui jouait l'idiot en disant que voilà, l'attaque russe était barbare, qu'il visait exprès des civils. Bon, bien entendu, ce n'est pas le cas. La preuve, on a une des plus grosses attaques russes en 3 ans. Ça a fait 3 morts et 49 blessés d'après Zelensky. Donc soyons sérieux 2 secondes. Donc voilà, c'était important à souligner. Le ministère russe de la Défense a déclaré que ces frappes constituaient une riposte à ce qu'il a qualifié d'actes terroristes de Kiev. On ignore encore si cette attaque constituait la riposte annoncée par la Russie ou si Poutine entendait intensifier ses efforts. Alors moi je pense, ce n'est que mon avis, que c'est la deuxième option, parce que d'après ce que j'ai compris en lisant le rapport du ministre russe de la Défense, j'ai compris que c'était plutôt en réponse du sabotage des 2 ponts à Bryansk et Kursk qui a fait 7 morts et 71 blessés. Voilà, donc je pense plutôt que là, Poutine n'a fait qu'intensifier ses efforts et que la réponse quant à la frappe sur les aérodromes russes, eh bien, elle va venir après parce qu'elle doit être bien préparée. Alors, est-ce qu'on va avoir un Oreschnik en utilisation? Là est la question, ou autre chose. Mais bon, peu importe. Moi, à mon avis, la fameuse contre-attaque suite aux attaques de drones ukrainiens en Russie, je pense qu'elle est en préparation. Ce n'est que mon avis. Là, un article de Politico du 6 juin qui en dit très long. On a Pete Hegseth, donc le chef du Pentagone, ne participera pas à la réunion sur l'Ukraine au siège de l'OTAN, à Ramstein, comme c'est le cas d'habitude tous les mois. L'absence du secrétaire à la défense marque la première fois dans l'histoire du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine qu'un chef du Pentagone manque la réunion mensuelle. C'est la première fois. Ça en dit long. Et cela doit très inquiéter Kiev, parce que évidemment c'est un acte symbolique très fort
qui marque un abandon marqué des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine, et donc ça va se traduire par un financement et un armement toujours plus petit, et ça finira par devenir inexistant, peut-être dans les mois qui viennent, éventuellement les semaines qui viennent. Voici un article de la BBC qui nous dit au moins 7 morts après l'effondrement de 2 ponts russes. Alors, les ponts russes se sont effondrés suite à un acte de sabotage terroriste de la part du SBU ukrainien. Donc le pont de Bryansk au 31 mai a explosé et le pont de Kursk au 1er juin a explosé. Cela a fait 7 morts et 71 blessés, a déclaré le gouverneur Alexander Bogomas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet événement tragique qui a eu lieu du 31 mai au 1er juin dans l'oblast de Bryansk et ensuite de Kursk. Parmi les 3 grandes missions que les Ukrainiens ont fait pour épater la galerie ainsi que pour faire un grand coup de communication et montrer enfin que l'Ukraine en a dans le ventre, permettant aussi de remonter le moral, je suppose, aux troupes russes, nous avons, comme on vient de le voir déjà, les 2 ponts sabotés. On a l'attaque contre 5 aérodromes militaires et là, tout dernièrement, on a le pont de Kerch qui a été attaqué. Présentement, on va parler là de manière détaillée de l'attaque des aérodromes russes et en particulier des bombardiers visés. Donc là, on va commencer avec une carte de la BBC très claire qui nous montre les endroits où cela s'est passé. Alors ici, on peut voir Olenia dans l'oblast de Mourmansk et Belaya dans l'oblast de Irkoutsk. Donc on peut voir là que dans ces 2 endroits-là, les aérodromes ont bien été touchés. Par contre, l'aérodrome d'Ukrenka, d'Ivanovo et Diaghilevo, eux, ont été épargnés. Alors, ont été épargnés concernant les dégâts parce que ces aérodromes se sont défendus de manière apparemment efficace. Donc déjà, ça permet de savoir où ont eu lieu les attaques. Ici, un article du New York Times qui va nous donner des informations de base, tout simplement parce que l'article a déjà plusieurs jours. Donc là, on nous dit avec les attaques aériennes russes, l'Ukraine vise un coup stratégique et symbolique. Je suis on ne peut plus d'accord. Alors, petit aparté, j'ai vu une vidéo de Jacques Beau. Jacques Beau a fait beaucoup de vidéos en très peu de temps. Et lui, il dit que cette attaque a pu être faite avec l'aide du MI6 et du BND, c'est-à-dire les services secrets anglais et allemands. Alors, concernant les services secrets anglais, le MI6, ça oui, bien évidemment, et tous les connaisseurs le savent. Par contre, le BND, ça je ne le savais pas, mais c'est intéressant à savoir. Donc, étant anciennement des services secrets suisses, Jacques Beau a certainement des contacts qui permettent d'avoir des informations plus précises que mes sources. En tous les cas, c'était intéressant à noter. Donc là, le New York Times nous montre une petite carte sympathique, bien claire. Et là, on nous dit l'Ukraine a déclaré que 117 drones ont été utilisés dans les attaques et que 41 avions russes ont été détruits ou endommagés. Évidemment, 41 avions russes détruits ou endommagés, c'est complètement exagéré, c'est faux, bien évidemment, comme on le verra plus tard. Et là, on apprend dans cette mission énorme qui a duré plus de 18 mois d'après Zelensky en temps de préparation. Là, les Ukrainiens nous disent rien n'indique que les conducteurs des camions savaient ce qu'ils transportaient, ont déclaré des responsables ukrainiens. Effectivement. Et c'est à cause de ce fait-là qu'il y a eu des morts russes, de conducteurs russes, comme on va le voir en image après. Donc, peut-on parler d'actes terroristes, puisque des civils sont morts? Apparemment, il y aurait eu aussi des morts côté policiers, douane russe. Mais bon, je n'ai pas eu de confirmation à 100%.
Selon l'Ukraine, ces 41 avions représentent 34% des porte-missiles de croisière et stratégiques déployés sur des bases aériennes réparties sur 3 fuseaux horaires. Le Times a pu vérifier que 4 bombardiers Tu-95 et un avion cargo Antonov ont été touchés. Et là, étonnamment, le New York Times donne des chiffres qui corroborent ce que nous allons voir plus loin avec des images satellites Maxar. Donc là, le New York Times n'a pas repris les dires de l'Ukraine, et heureusement, car oui, ça c'est exact, et on verra que c'est même prouvé un peu plus tard. Ensuite, on a Raibal, un blogueur militaire russe influent dirigé par Mikhail Svinchuk, a estimé que à 13 le nombre d'avions russes endommagés, dont jusqu'à 12 bombardiers stratégiques. Ça aussi, ça se révèle assez exact. Nous verrons encore une fois plus tard les preuves définitives. Fighter Bomber, un autre blogueur dirigé vraisemblablement par le capitaine Ilya Toumanov de l'armée russe, a déclaré lundi dans un article que seule une poignée d'avions stratégiques avait été touchée, mais que même une telle perte était énorme pour un pays qui n'en fabrique pas. Bon, là il exagère, perte énorme, non, une poignée seulement d'avions stratégiques, ce n'est pas une perte énorme. C'est très ennuyeux, mais c'est pas une perte énorme. Il est vrai que la Russie ne fabrique plus les Tu-95 et les Tu-22 depuis 1993. Ça, c'est exact. Le colonel Markus Reisner, historien et officier des forces armées autrichiennes, a déclaré que les meilleures estimations occidentales suggèrent que la Russie disposait d'un peu plus de 60 Tu-95 en service, ainsi qu'une vingtaine de bombardiers Tu-160. Remplacer les pertes sera très difficile, a-t-il ajouté. Bon, moi je suis complètement d'accord avec ces chiffres, mes sources disent plus ou moins la même chose. Donc on parle de 57 à 62 Tu-95, selon les sources, ça varie, et personne ne sait combien de bombardiers Tu-160 en réalité, dans le sens avec précision. Donc oui, une vingtaine de bombardiers, entre 25 et 27. Par contre, là, il ne précise pas les modèles, parce que évidemment, il y a 3 modèles de Tu-160 principaux, sachant que les tout derniers modèles, ce sont des Tu-160M, fabriqués de A à Z, hein, de manière moderne. Les Russes n'en ont que 4 des Tu-160M aux toutes dernières nouvelles, donc très très peu. Je rappelle tout de suite qu'aucun Tu-160 n'a été touché. Continuons. Alors là, nous allons voir un article de The Warzone qui nous montre des vidéos des attaques des Tupolev 95 par les drones. Donc là, on peut voir des attaques de drones ukrainiens avec déjà des dégâts qui ont été infligés. Vous pouvez voir des pneus sur les Tu-95 censés les protéger un peu. Bon, je trouve ça un peu ridicule personnellement, mais bon, c'est comme ça, hein, les Russes font ça. Donc on a ce genre d'image, bon ça dure plus de 4 minutes, c'est pas la peine. Là on a des Tu-22 M3 qui ont été touchés, donc on a des images, des photos, donc là pas de souci. Là c'est plus intéressant parce que là on nous montre un cimetière entre guillemets d'A-50, et là on nous montre un drone qui se pose littéralement sur un radome de A50. Donc là, on peut voir évidemment que c'est un vieux A50 qui n'est plus utilisé, hein. Là, c'est vraiment pour pièces détachées. Alors, on ne voit pas l'explosion concernant A50. Voilà, il se pose. Ça s'arrête là. Donc c'est dans un cimetière de A50. Et ensuite, ça reprend sur les Tu-22. Alors maintenant, concernant les A50, est-ce qu'il y en a qui ont été détruits ou pas? On nous montre absolument rien. Et comme c'est un cimetière de A50, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que le drone fait là? Bon, les Russes en ont des centaines de A50 comme ça. Je ne sais pas. Alors en tous les cas, bien évidemment, si un A50 a été
touché, endommagé, détruit, peu importe, c'est un A50 décommissionné de toute façon. Donc là, on va tout de suite passer, puisque là c'est un peu toujours la même chose. Là, qu'est-ce que j'ai marqué? Ouais, 4 bombardiers Tu-95MS ont été détruits ou au moins endommagés à Belaya, on est d'accord. Et là, on nous montre vraiment les images satellites de Maxar, hein, pas des images de Ice Eyes, c'est-à-dire le satellite qui nous montre des images infrarouges qui sont extrêmement peu intéressante, puisque l'incendie fait que ça donne une immense image de destruction. Donc ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est le satellite Maxar qui nous montre donc là 2 Tu-95 MS bien détruits, donc à la base de Belaya. Et là, on nous montre les Tu-22 avec les 3 détruits. Donc on peut en voir un détruit ici, un là et un autre là, pas complètement détruit. En tous les cas, 2 ici complètement détruits. Voilà, là on les voit bien. Là on voit bien les 2 Tu-23 bien détruits, mais apparemment il y en aurait 3. Donc ça c'était pour la base de Belaya. Alors là, c'est le journal Avis Vector qui a été repris par Barents Observer et qui vient du satellite d'Airbus Défense. Et là, on voit les destructions très claires, hein, donc de la base d'Olenia dans l'oblast de Mourmansk, hein, comme c'est dit ici. Et là, on peut voir qu'il y a 2 hélicoptères Mi-24 qui semblent intacts, ou alors s'ils sont endommagés, ça ne se voit pas trop, vu, vous voyez, là les marques d'incendie sont très nettes, là pas vraiment. Ont-ils été touchés ou pas? En tous les cas, ils ont été mis ici. Vous voyez un Tu-160 complètement intact. Et là, vous voyez en rouge, donc en rouge c'est détruit ici les Tu-95MS. Et là, vous pouvez voir les 4 Tu-95MS. On peut là vraiment le dire qu'ils sont complètement détruits. Ainsi que l'Antonov 12, ici, qui est détruit aussi, ici aussi. Donc là, destroyed, ça veut dire détruit. Donc 4 Tupolev 95, un Antonov 12. Un Antonov 12, c'est un avion de transport. Par contre, en vert, eux n'ont pas été touchés apparemment. Donc 2 hélicoptères Mi-24 et un Tu-160 de la base d'Olenia. Donc voilà ce qu'on pouvait dire via image satellite. Donc là, par contre, on peut mieux affirmer les choses concernant les destructions de ces 2 aérodromes qui ont été là touchés de manière complètement confirmée. Donc si on résumait tout ça avec une image symbolique là de The War Zone, on peut dire qu'il y a 6 Tu-95 détruits, 3 Tu-22 M3 détruits, ainsi qu'un Antonov 12 détruit. Donc ça fait quand même une perte importante de 10 avions, dont quand même des bombardiers, hein, 9 bombardiers véritablement détruits, prouvés par les satellites d'Airbus Defence et Maxar. Voilà, là on parle avec des images prouvées. Alors maintenant, il y a certainement plus d'avions endommagés. Raybar parle de 13 avions endommagés en tout. Donc oui, il est bien possible qu'il y ait d'autres avions endommagés. Bon, on peut résumer quand même, sans se tromper, que ce coup a été malgré tout une réussite côté ukrainien. Ça a fait quand même bien mal à la Russie, hein. 6 Tu-95, 3 Tu-22 M3 et un Antonov 12, ça fait quand même très mal. Ce n'est pas grave pour la Russie, bien évidemment, qu'il y a bien d'autres bombardiers. Mais bon, c'est un coup non négligeable, un très gros coup. On peut même parler du plus gros coup ukrainien depuis le début de la guerre. On peut dire que c'est le plus gros coup. Plus gros encore que la destruction du navire Moskva. Donc bien joué de la part des Ukrainiens, surtout que cette opération
n'a pas dû coûter très cher, d'autant plus que si l'on en croit Jacques Beau, il y avait l'aide du MI6 et du BND, évidemment. Donc cette opération, un succès. Est-ce vraiment grave pour la Russie? Non, pas du tout, c'est juste un coup dur. Est-ce que ça va empêcher la Russie de continuer ses avances sur le front? Bien sûr que non. Ce n'est qu'un coup médiatique, hein, quand même, hein, il faut rester clair sur ce point-là. Heureusement, il n'y a eu aucun mort. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Là, par contre, s'il y avait eu plusieurs pilotes morts, le coup dur aurait été encore plus dur pour la Russie. Ce n'est que du matériel et les avions endommagés peuvent être réparés, bien évidemment. Donc, pas très grave pour la Russie. Par contre, un bon coup malgré tout pour l'Ukraine. Alors ici, on voit le cynisme ukrainien dans toute sa splendeur. Là, on a l'ancien ministre ukrainien de l'économie, Timofey Milovanov, qui nous dit c'est ma vidéo favorite de l'attaque ukrainienne de dimanche. Les conteneurs ukrainiens se sont autodétruits quand les Russes sont venus pour enquêter. Vous ne pouvez pas inventer ça. Et là, il vous montre une photo. Alors moi j'ai la vidéo, j'ai vu la vidéo parce que ça a été filmé. Donc là, on a des gens, des Russes, hein, dont un des conducteurs qui vient voir ce qui se passe parce que voilà, il y a de la fumée qui commence à apparaître. Et au moment où lui entre dedans, il y a une explosion. Lui apparemment semble plus ou moins épargné, mais en tous les cas, lui est mort, bien évidemment. Donc tout ça est assez terrible. Bon, apparemment, ça fait grand plaisir à ce Timofey Milovanov. C'est comme ça. Un dernier article pour finir sur le sujet des frappes de drones ukrainiens sur les aérodromes russes. On a un article exceptionnel de Reuters. Pourquoi exceptionnel? Parce qu'il reprend le bilan exact de l'imagerie satellite, ce qui est absolument rarissime puisque Reuters en général est pro-Ukraine, pro-OTAN, etc. et reprend souvent les données qui sont fournies par l'Ukraine. Donc là, c'est assez exceptionnel pour le souligner. Donc là, on a exclusif, l'Ukraine a touché moins d'avions russes que prévu selon des responsables américains, donc ça date du 5 juin. Et là, on lit, les autorités américaines estiment que 10 avions de combat russes ont été détruits lors d'une attaque de drone en Ukraine, et on avait vu que c'était exactement la conclusion à laquelle j'arrivais, mais que tous ceux qui prenaient les images satellites arrivaient aussi. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire on est dans l'objectivité pure. On a l'opération Ukraine toile d'araignée a ciblé 4 bases aériennes russes avec des drones. Le risque d'escalade augmente avec les frappes de l'Ukraine contre les bombardiers nucléaires russes. Alors je suis complètement d'accord avec toute cette analyse des autorités américaines, on ne sait pas lesquelles, mais je suis complètement d'accord avec ces autorités et voilà ce qu'on pouvait dire en dernier mot concernant cette attaque ukrainienne sur les bases militaires russes. Alors là, un article de Reuters qui m'a fortement interpellé et désagréablement surpris, c'est parce que là, à première vue, on a de la désinformation russe, c'est-à-dire un gros mensonge russe. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'ai lu l'article, j'ai lu donc la Russie annonce qu'elle réparera les avions de combat endommagés par les attaques de drones ukrainiens. Bon, quand j'ai vu ça, ça va. Après, j'ai lu des avions de combat russes ont été endommagés, mais pas détruits lors d'une attaque menée par l'Ukraine le 1er juin. Et ils seront restaurés, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov. Alors, bon, c'est quand même un vice-ministre russe des Affaires étrangères. Bon, certes, c'est pas une grosse pointure. Peut-être parle-t-il simplement en son nom comme cela et que ce n'est pas une voix gouvernementale officielle
qui serait venu de Peskov, par exemple, ou de Maria Zakharova, ou de Lavrov, où là vraiment ça aurait été terrible. Bon, c'est un petit ce Sergei Ryabkov, mais quand même, gouvernement russe. Et là, si on prend ça comme ça, bah, c'est un mensonge. On a vu par les images satellites qu'il y avait bien des avions détruits, et d'autant plus que là, on ne peut pas comparer cette histoire avec la mise en scène de Boutcha, où les images satellites de Maxar avaient été modifiées, trafiquées, et tous les blogueurs russes, les gros connaisseurs, hein, comme Slaviangrad, Colonel Kassad, bien d'autres encore, bref, ont tout de suite remarqué que c'était des fausses images. Là, je n'ai vu aucun blogueur russe qui disait que les photos satellites de Maxar ou d'autres étaient fausses. Je n'ai vu nulle part qu'elles ont été trafiquées, les images. Alors bon, on peut me dire, oui, il y a cette histoire à Boutcha et ce message télégramme là de Tatarigami de l'armée ukrainienne, donc ça doit être un soldat ukrainien, parce que lui, il est énorme, hein, extrêmement suivi sur Telegram, il est énorme. Et lui, il nous prévient que bon, bah, il y a des images fausses comme ça, avec de fausses destructions de TU-95. Là, vous voyez le nez de l'avion là qui est complètement détruit. Et il dit, bah, faut pas utiliser des IA comme ça pour générer des fausses destructions, parce que cela détruit la crédibilité de l'Ukraine. Voilà. Donc il dit, ne faites pas ça, n'armez pas notre ennemi, c'est-à-dire la Russie. Parce que la Russie va dire, bah regardez, les Ukrainiens ils utilisent des fausses images pour montrer des fausses destructions. Mais bon, voilà, bon, certes, mais quand même, moi je ne crois pas que les images Maxar là soient trafiquées pour le coup. Peut-être que je me trompe, hein, on verra plus tard. Mais là, pour ce que j'en sais, même si c'est pas un grand ponte du gouvernement russe, pour moi c'est de la désinformation russe. Alors c'est la première fois que je vois ça, je tenais à le souligner. Concernant les bombardiers russes, on a The National Interest, donc un grand journal militaire américain, là qui nous montre un Tu-160, donc le bombardier lourd russe. Et là, on peut lire au 23 avril 2025, le puissant bombardier russe Tu-160M entre en production de masse. Une fois que le Tu-160M sera produit à plus grande échelle, il aura un impact considérable sur l'issue de la guerre en Ukraine, car l'Ukraine ne dispose d'aucune contre-mesure efficace à ces bombardements. Alors le Tu-160M, c'est ce qu'il y a de mieux en tant que bombardier dans l'armée russe. Aussi, les Russes n'en possèdent que 4. Ils pourraient en fabriquer un par an pour l'instant. Ils espèrent pouvoir en fabriquer 2 par an d'ici 2026. Nous verrons bien. Mais en tous les cas, il faut souligner que le Tu-160M est construit de A à Z. C'est pas un vieux Tu-160 qui a subi une mise à jour. Tout est nouveau. Les matériaux utilisés, le cockpit, les moteurs, absolument tout. Donc il est construit de A à Z avec les dernières technologies russes. Bien évidemment, il a déjà un successeur, puisque le futur bombardier Pagda devrait lui succéder à partir de 2028. Mais bien entendu, quand je dis succéder, ce sera dans un futur assez lointain, puisque la Russie mise sur la production de masse, comme on vient de le voir, du Tu-160M, qui est un tout nouveau bombardier, même s'il reprend la même forme que l'ancien. Le Pagda, donc le bombardier aile volante furtif, qui devrait être absolument extraordinaire d'après les Russes. Bon, bah, on ne sait pas quand il y aura le premier prototype opérationnel, mais pas avant bien des années, je pense. Le coût de la production en 2028, je n'y crois pas du tout. Mais bon, nous verrons bien.
Alors là maintenant on va parler de la troisième attaque très médiatique pour épater la galerie côté ukrainien. Donc après les deux ponts sabotés en Russie, l'attaque énorme de drones sur les aérodromes russes, là maintenant on a l'attaque sur le pont de Crimée. Voilà, là un des piliers. Donc, d'après les autorités ukrainiennes, 1100 kilos d'explosifs auraient été utilisés et apparemment ils auraient été très très mal utilisés comme on va le voir bientôt. Donc là vous voyez les images qui sont assez impressionnantes mais qui au final n'ont pas du tout dérangé tout du moins ce pilier gauche et encore moins le pilier droit. Donc en gros, le pilier a été endommagé, bien entendu, mais pas au point de le fragiliser le pont. Donc pont qui a bien sûr été arrêté quelques heures et ensuite le trafic a repris tout à fait normalement. Alors je tiens à préciser que le pont de Kerch, ça fait un moment qu'il n'est plus utilisé comme pont de transport militaire. C'est un pont qui ne transporte exclusivement que des civils, uniquement. Maintenant, le transport pour aller vers la Crimée passe par la voie ferrée sur la terre ferme. Voilà, donc il y a des nouvelles voies ferrées qui ont été créées justement pour éviter que le pont de Kerch ne soit utilisé pour des transports militaires. Donc il a été décidé par Poutine qu'il ne transporterait dorénavant que des civils. Alors dernier point intéressant, on peut noter que cette attaque a été filmée par l'Ukraine. Alors tout simplement parce que comme évidemment c'est toute une préparation médiatique, n'oublions pas déjà que le SBU a dit que cette opération a mis plusieurs mois à être mise sur pied. Donc là, le SBU a piraté les caméras du pont de Crimée afin de pouvoir filmer leurs exploits. Voilà. Donc tout ça est une préparation médiatique qui a lamentablement échoué puisqu'au final, il n'y a quasiment pas de dégâts notables sur le pont de Crimée comme on va le voir juste après. Alors voici une vue de dessus où a eu lieu l'explosion. Donc là on nous dit d'après The Warzone, l'explosion est géocalisée au pylône sud-est de la section du pont où passent les navires côté mer d'Azov. Donc là c'était intéressant de savoir ça. On a d'après les autorités locales, le support a été inspecté ce matin. Il n'a pas été endommagé, a affirmé Romanov Light. Nous attendons des informations de la part des services de renseignement qui ont divulgué la vidéo et l'image des caméras. Romanov Light a néanmoins déclaré qu'il espérait que cet incident susciterait des mesures de sécurité supplémentaires autour du pont. Nous allons renforcer la ligne de défense sous-marine du pont à l'avance, n'est-ce pas? A-t-il demandé d'un ton rhétorique. Nous allons déployer des échosondeurs, du matériel anti-torpille, renforcer et multiplier les barrières sous-marines. Bien que le SBU ait déclaré que le pont était miné, on ne sait toujours pas exactement comment les explosifs ont été placés en dessous et quand. Il y a eu une affirmation non confirmée selon laquelle l'Ukraine aurait utilisé son drone sous-marin Marishka lors de l'attaque, mais aucune preuve visuelle n'a émergé de cela. Alors là, c'est aussi marqué. Nous demandons aux personnes présentes sur le pont et dans la zone d'inspection de rester calmes et de suivre les instructions des agents de sécurité des transports, a-t-il déclaré. Vers 17h42, hors local, le pont a été rouvert. Et là, on voit les images du pont. Donc à 17h03, le 3 juin. Bon. Bref, là c'est pour montrer, The Warzone a repris cette vidéo pour montrer que le pont avait bien été rouvert. Donc conclusion, échec complet de cette troisième tentative très médiatique de faire un coup très mal à la Russie. Là, si cela avait réussi par un quelconque miracle et qu'il y avait des camions, des voitures
sur le pont, cela aurait été considéré par les Russes encore une fois comme un acte terroriste avec des morts, des blessés, bien évidemment, donc des personnes innocentes qui n'ont rien à voir avec la guerre auraient été tuées. Et à mon avis, je ne crois pas que médiatiquement cela aurait été bon pour l'Ukraine. Sauf évidemment pour le gouvernement ukrainien qui se serait vanté de tant de morts et de blessés russes. Et bien entendu, cela n'aurait pas dérangé les grands médias occidentaux qui auraient dit c'est de bonne guerre, c'est même bien joué de la part de l'Ukraine, c'est tout à fait normal, etc. On connaît le refrain. Alors ici un article à la fois extraordinaire et édifiant du Daily Express, donc le grand journal anglais, qui montre là le caractère terroriste, voire même mafieux, mais là on insiste sur le caractère terroriste du gouvernement ukrainien. Sauf que là c'est dit dans un grand média occidental, et que lit-on? L'Ukraine pourrait lancer une campagne terroriste de bombardement d'écoles si la Russie remporte la guerre. Un expert affirme que le plan de l'Ukraine est plus terrifiant pour Vladimir Poutine qu'une guerre conventionnelle, car il pourrait perdre le pouvoir très rapidement en Russie. Donc là, on a le petit côté propagande, bien évidemment inévitable dans un grand journal occidental. C'est un article qui date du 8 juin 2024, hein. Donc il commence à dater un petit peu, mais il n'est pas si vieux. Donc là, on a quoi? On a l'Ukraine prévoit une activité terroriste qui viserait les écoles russes et d'autres infrastructures civiles, a déclaré un expert au Daily Express. Là, on a, mais Nicolas Drummond, analyste en matière de défense et de sécurité, déclare au Daily Express que l'Ukraine prévoit des attaques bien plus dommageables. L'activité terroriste comprendrait le bombardement d'écoles, le bombardement d'infrastructures, qui commencerait sérieusement si un accord de paix était imposé à Zelensky. Donc là, cet expert, ce Drummond, déjà a compris que bien évidemment Zelensky ne voulait pas d'un accord de paix à la base, hein, bien entendu. Zelensky est dans le même état que Netanyahou, hein. Il ne survit que grâce à la guerre qui est en cours. En temps de paix, il n'y a plus de Zelensky, il n'y a plus de Benyamin Netanyahou, hein, bien évidemment. Donc Zelensky, il s'accroche, il faut que la guerre continue le plus longtemps possible. En tous les cas, cet article est absolument édifiant et c'est la première fois qu'on peut voir dans un grand journal occidental la face cachée et très sombre de l'Ukraine. Maintenant, je vais évoquer le caractère totalement terroriste du gouvernement ukrainien et qui assume complètement son état terroriste, absolument complètement. Alors pour le montrer, je vais reprendre quelques exemples marquants et vous allez voir, c'est plus qu'édifiant. C'est absolument incroyable quant à l'impunité des actes du gouvernement ukrainien, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs les actes du gouvernement israélien. On peut dire que là, c'est quasiment la même chose dans l'impunité. Et pourquoi cette impunité? Tout comme le gouvernement israélien, le gouvernement ukrainien bénéficie du soutien total de l'Union européenne et des États-Unis, ce qui leur permet cette impunité, parce que avoir le soutien complet de l'Union européenne et des États-Unis permet donc d'avoir le soutien complet des médias occidentaux. Et oui, sans le soutien des médias occidentaux, rien de tout cela ne serait possible, bien sûr. Bref, on va parler d'un article tout d'abord de France 24 qui nous dit « Des centaines de personnes rendent hommage à l'attaque meurtrière du Crocus en Russie. Des centaines de Russes ont déposé des fleurs samedi devant l'hôtel de ville Crocus à Krasnogorsk, en banlieue de Moscou, rendant hommage un an après la mort de 145 victimes de l'attaque armée qui a eu lieu dans cette ville. » Et oui, souvenons-nous de cela. Toujours dans l'ignominie et le terrorisme, on a le Washington Post au 23 octobre 2023 qui nous disait « Des espions ukrainiens ayant des liens étroits avec la CIA mènent une guerre de l'ombre contre la Russie. » Et bien sûr, comment oublier
le meurtre odieux de Dalia Dugina qui visait en réalité Alexander Dugin, donc le philosophe russe que l'on voit là aux funérailles de sa fille Dalia. Et eût-il été mort à la place de Dalia Dugina, cela aurait changé quoi? Il ne participait en rien à la guerre en Ukraine, c'était juste deux figures médiatiques. Dalia Dugina était connue en Russie, bien sûr, tout comme son père, moins connu que son père quand même. Mais c'était une figure médiatique pro-Poutine, pro-opération militaire spéciale, bien sûr. Mais est-ce que à cause de cela, fallait-il qu'elle soit tuée? Je pose la question. Bien sûr que non. En tous les cas, il faut se souvenir du meurtre odieux de Dalia Dugina. Autre événement terrible, on a CNN là, qui nous dit au moins 5 morts après que des fragments de missiles se sont dispersés sur des baigneurs en Crimée occupés par la Russie. Alors les fragments de missiles, c'est 5 attaques MS qui avaient des sous-munitions. Bien évidemment, n'oublions pas ces images de petites boules qui n'avaient pas éclaté sur la plage de Crimée. Et là, malheureusement, nous avons actuellement 124 victimes, dont 3 enfants morts et 2 adultes morts, a déclaré le gouverneur de Sébastopol. Voilà, donc 5 attaques MS, ça veut dire que là, les États-Unis ont directement participé à cet acte terroriste avec l'Ukraine. C'était à se rappeler quand même, hein. Enfin, en dernier article, on va voir Ukrainska Pravda, donc un des grands journaux ukrainiens, qui nous dit des tentatives d'assassinat contre Poutine ont eu lieu, mais sans succès selon le chef des services de renseignement ukrainiens. Là, vous pouvez voir l'air morgue de Kirilo Boudanov, hein, vraiment, rien qu'à voir sa tête, vous avez tout compris du personnage. Donc voilà, donc il a révélé que des tentatives d'assassinat avaient été faites contre le dirigeant russe Vladimir Poutine, bien qu'infructueuses. Voilà. Il y a eu des tentatives d'assassinat de Poutine, mais comme vous pouvez le voir, elles ont échoué jusqu'à présent. Et il dit ça dans un grand journal ukrainien. Voilà, naturel, tranquille, serein. Voilà, bon, avec son air morgue, bien entendu, mais serein. Voilà, il ne craint pas, évidemment, les hurlades des médias occidentaux qui n'ont pas relevé ce fait, hein, d'ailleurs, ou très rapidement. Ils ont vite passé sur cette déclaration qui est en réalité extrêmement fracassante et incroyable dans les termes. C'est absolument incroyable. C'est très sincère, très honnête, ça il faut l'avouer. Mais c'est complètement incroyable. Incroyable. Mais bon, voilà. L'Ukraine peut se permettre cela. Aucun problème puisque les grands médias occidentaux, comme toujours et comme je le dis pareillement pour Israël, l'Ukraine a exactement les mêmes privilèges qu'Israël. Aucun problème donc de faire ce genre de déclaration. Conclusion, l'Ukraine a la même philosophie que l'État islamique, c'est-à-dire une logique de terrorisme qui est totalement admise par le gouvernement ukrainien, et d'ailleurs gouvernement ukrainien qui accueille les bras ouverts en son sein les factions néo-nazis bien connues que sont le bataillon Azov, le secteur droit ou Bandera, factions qui sont au surplus complètement présentes tout à fait naturellement dans l'armée ukrainienne. Donc déjà, on devrait se poser ce genre de questions, comme l'avait d'ailleurs soulevé Adrien Boquet. Hein. Souvenez-vous de cet humanitaire militaire français qui avait témoigné sur les plateaux télé français des agissements du bataillon Azov au sein de l'armée ukrainienne. Je dis ça comme ça, en passant, hein, pour qu'on se souvienne malgré tout. Et puis, bien sûr, on a les Américains qui ont fait sauter les Nord Stream avec toutes les conséquences que cela a eu dans l'Union européenne. Mais vous allez me dire, l'élève copie le maître. Et donc là, l'Ukraine a parfaitement copié les Américains. Et tout comme les Américains, ils n'ont absolument aucune limite dans le terrorisme d'État. Il n'y a absolument aucune limite.
comme on l'a vu récemment. On ne va pas refaire la liste de tous ces exemples, car maintenant ils sont beaucoup trop nombreux. Voilà, donc c'était à souligner quant à l'état intrinsèquement terroriste du gouvernement ukrainien. Ici, Deep News qui reprend les termes absolument étonnants de Keith Kellogg, hein, donc l'envoyé américain, qui nous dit: Keith Kellogg, envoyé de Trump, reconnaît que Poutine a raison sur la guerre par procuration de l'OTAN et met en avant l'aide européenne et les missiles Taurus de l'Allemagne. C'était au 1er juin. Hein. Keith Kellogg, ancien envoyé spécial de l'ancien président Donald Trump, a reconnu dans une interview sur Fox News que le président russe Vladimir Poutine avait raison de décrire le conflit en Ukraine comme une guerre par procuration contre la Russie. Kellogg a souligné l'assistance militaire substantielle fournie par les pays européens à l'Ukraine, ce qui étaye l'idée que l'OTAN est engagée dans un conflit par procuration avec la Russie. Bon, ça c'était une évidence, fallait simplement que cette évidence soit dite par quelqu'un d'important du gouvernement américain pour que ça soit enfin reconnu médiatiquement. Bon, bref, voilà, bon, c'est bien que ça soit enfin dit ouvertement, même si c'était évident pour tout le monde déjà. Politico qui nous dit: l'Allemagne et l'Ukraine signent un accord de coopération de 5 milliards d'euros sur les armes à longue portée. L'accord marque un approfondissement des liens de défense germano-ukrainiens. Berlin s'engage à co-développer des systèmes d'armes et à financer des infrastructures essentielles sur le champ de bataille. Ah, ils marchent main dans la main, Merz et Zelensky. Donc Merz, hein, le nouveau de la triade des rageux anti-russes et pro-Kiev. Donc on Merz avec Starmer et Macron, voilà, les trois bellicistes à fond. Et là on en a une preuve concernant l'Allemagne très tangible. Hein. Donc voilà, jusqu'où cela va nous mener? Est-ce que ça va vraiment avoir une efficacité pour l'Ukraine? J'en doute très 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 fort, parce que de l'argent, ça fait pas apparaître des usines magiquement en Ukraine, ni des munitions. Voilà, là c'est l'urgence absolue pour l'Ukraine. La Russie va être victorieuse dans très très peu de temps. Quelques mois peut-être, nous verrons bien. Mais en tous les cas, ça ne peut être un accord qui ne fonctionnera que sur du long terme. Or, évidemment, l'Ukraine n'a que faire du long terme. Là, c'est du très très court terme qu'elle a besoin. Alors, je ne vois pas pourquoi l'Allemagne fait cela. Voilà, nous verrons, nous verrons. Mais en tous les cas, cela montre indubitablement les liens très forts entre l'Allemagne et l'Ukraine avec le nouveau chancelier Friedrich Merz. Ici un article de Ukrainska Pravda qui reprend un article de la BBC Ukraine qui nous dit: les forces de défense ukrainiennes signalent une pénurie de drones FPV, donc First Person View. Donc selon la BBC, c'est pas la première fois que je vous dis que l'Ukraine a du mal à produire suffisamment de drones, c'est au moins le 3e article que je vous présente. Donc là, on passe à celui-là de la BBC. Les troupes ukrainiennes ont signalé une pénurie critique de drones FPV, affectant gravement leur capacité à repousser les opérations offensives russes. Selon la BBC Ukraine, telle que rapportée par Mesa Media, une plateforme d'information sur la technologie et l'informatique au sein de la société Ukrainska Pravda, la BBC a rappelé qu'Andrei Bilecki, commandant de la 3e brigade d'assaut, actuellement en cours de restructuration en corps d'armée, avait révélé que l'unité n'avait reçu aucun drone FPV depuis 3 mois, donc aucun drone kamikaze depuis 3 mois. Ce tollé a entraîné la livraison de drones à la brigade, mais le problème systémique, plus profond, reste entier. Les drones FPV sont considérés comme le principal outil de frappe des forces de défense ukrainiennes, représentant près de 80% des destructions des cibles confirmées. Malgré les déclarations du gouvernement concernant une augmentation de la production nationale de drones à 10 millions d'unités, de nombreuses brigades sont encore contraintes de s'équiper elles-mêmes ou de compter sur l'aide de volontaires. Donc, moi je vous avais déjà montré des articles comme cela. Donc on a des soldats
qui sont obligés de donner leur argent personnel, de faire une cagnotte, de le donner au capitaine, afin que le capitaine achète des pièces, des composants de drones. Donc on leur donne même des sacs poubelles de drones cassés, d'occasion, en mauvais état, et c'est les soldats eux-mêmes qui doivent réparer les drones, les remonter pour en avoir, tellement ils sont en pénurie de drones. Donc c'est extrêmement grave, hein, extrêmement grave. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette pénurie de drones ukrainienne. Alors ici, vous allez voir une petite vidéo entre guillemets amusante et une image en dessous intéressante. Je vais les commenter. Alors je vous brise le suspense tout de suite. Là, ce qu'il a au pied, ce sont des câbles fibre optique des drones kamikazes. Voilà, tout simplement. Alors regardez ça. Voilà, ça c'était dans un champ, par exemple. Voilà, c'est quand même énorme. Énorme. Et là, vous voyez ce que vous pouvez voir dans les champs, voilà, des câbles fibre optique, des kilomètres et des kilomètres. Voilà, c'était assez amusant entre guillemets à voir, même si écologiquement, à mon avis, ça ne soit pas très bon. Le dernier article viendra de The Warzone qui nous dit une arme laser chinoise serait en service en Russie. La vidéo d'un prétendu système laser chinois utilisé par la Russie semble extrêmement similaire à celle que Pékin a déjà fournie à l'Iran. Donc voici l'arme laser apparemment utilisée en Russie pour combattre des drones. Voilà. Alors là, on a une vidéo intéressante, donc vous voyons ça ensemble. Alors ça c'est à partir d'un camion, hein, bien sûr. Là, une démonstration de tir sur une plaque en acier. Donc, 3 trous ont été faits. Vous voyez, c'est très impressionnant. Très impressionnant. Alors, si cela est vraiment vrai, c'est-à-dire que la Chine fournit ce genre d'équipement monté sur camion, bah évidemment, ça va aider beaucoup la Russie. Même si la Russie a déjà son propre système, bah, plus il y a de systèmes, mieux c'est. On prend l'aide de tout le monde, hein. Dans le cas de la Russie, ils ne vont pas rechigner évidemment avec l'aide chinoise, en particulier pour un engin pareil qui est très utile dans l'ère des drones massives où les drones sont absolument partout. Ça, c'est ce genre d'engin qui pourrait changer la donne sur le théâtre des opérations s'il est utilisé massivement. En tous les cas, encore une fois, si cette histoire est vraie, l'aide chinoise à la Russie est donc bien grande. Voilà. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait, éventuellement un petit don, lien dans la description. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.